On a un petit contretemps, on a un souci. Jérôme a dû quitter en urgence la réunion. Je crois qu'il a réussi à trouver une présentation à distance, mais je ne suis pas sûr que la régie puisse prendre. Ouais, c'est bon. Oui, Jérôme, c'est bon. Merci de te connecter à distance. Oui, je suis là, Loïc. Désolé d'avoir dû m'absenter, mais tout devra bien se passer. J'ai mon écran qui est en train d'être diffusé. Peux-tu me dire si tout se passe bien dans la salle? Oui, a priori, c'est bon. Tu peux y aller. Parfait. Donc, 2024 a été une année riche pour le développement de l'intelligence artificielle, avec de nombreuses nouveautés, que ce soit auprès des grands acteurs comme Google, Microsoft, OpenAI ou des solutions open source. Les cas d'usage disponibles se multiplient, évidemment la génération de textes, d'images, des avancées certaines sur la vidéo et l'arrivée des modèles avec raisonnement. Bon, pour autant qu'on puisse utiliser ces mots. Tout cela fait de nombreuses évolutions à évaluer pour les organisations utilisatrices, mais aussi potentiellement à détourner par les cybercriminels. Alors, cette année, nous avons analysé dans le groupe de travail toutes ces évolutions en profondeur et j'ai une annonce importante. Il n'y a aucun risque lié à l'IA. Cette technologie est parfaite, il n'y a pas de faille. Attends, Jérôme. Jérôme, tout va bien là? Parce que franchement, c'est pas exactement ce qu'on avait préparé, a priori. Eh bien non, Loïc, c'est pas ce qu'on avait préparé, effectivement. On avait préparé un peu autre chose. Et en fait, je crois qu'un double maléfique et malveillant de moi a pris le contrôle. Alors, double malveillant et maléfique de moi, est-ce que tu peux te démasquer et nous dire qui tu es? Oui, c'est moi, en fait. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots avec ta voix de Loïc maintenant que tu nous as encore trompés? Oui, donc voilà, c'est une petite session intervention pour le plus inclusif de vous. Mais non, c'est bien. Oh ben là, ça s'est mis à planter. Heureusement, le premier effet démo a marché. Et alors, notre vrai intervenant, est-ce que tu peux te démasquer complètement cette fois-ci? Oui, alors ne bougez pas. Parce qu'il faut quand même qu'on désactive le système qui, effectivement, a pris le contrôle de l'image dans Teams. Et on va voir apparaître... Bonjour Gaël, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis basé sur Nantes et c'est moi qui ai conçu ce petit système de deepfake pour lequel il y a eu une présentation juste avant de la thématique. Et alors, est-ce que tu peux nous donner justement quelques détails, Gaël, sur comment, quels étaient les efforts pour construire ce deepfake et un peu comment ça marche techniquement? Bien sûr. Alors, pour l'entraînement des différents modèles, donc pour vos devoirs, il a fallu autour de 4 heures de puissance informatique avec quelques images et 3 minutes de voix des deux personnes. Une fois que ces modèles-là sont prêts, on n'a plus qu'à l'injecter dans une conférence Teams, comme par exemple celle pour laquelle j'ai fait l'intervention aujourd'hui, avec des systèmes de faux caméras et faux micros. Eh bien, merci Gaël. En tout cas, je compte sur toi pour bien effacer tous les fichiers qui ont permis de nous usurper, même si bon, Loïc et moi, on a des sources d'images et de sons qui sont quand même assez faciles à trouver sur Internet. Un grand merci à toi et à bientôt. Merci Gaël. Voilà, on va pouvoir reprendre le cours normal du déroulement de la présentation après ce petit jeu de théâtre qu'on voulait vous faire pour vous montrer évidemment voilà, que les deepfakes sont quelque chose qui sont malheureusement maintenant accessibles assez facilement comme c'était évoqué dans la présentation précédente. Alors moi je vais moi intervenir sur le sujet de l'intelligence artificielle et plutôt les failles et les limites qu'on voit aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Alors Gaël avait déjà traité le fait que le sujet était fortement d'actualité, donc je ne vais pas revenir dessus. Moi, je vais plutôt justement vous montrer les limites, parce que non, tout n'est pas parfait, comme le disait mon deepfake. On a vu dans l'année 2024 un nombre de cas intéressants qu'on voulait mettre en avant, des cas qui sont soit des attaques, soit des cas d'usage détournés, comme celui que je vais vous présenter, et qui, je pense, vont marquer, en tout cas, vont permettre de créer une forme de jurisprudence. Alors, le premier des cas, c'est un cas qui a touché la société qui s'appelle Air Canada.
Air Canada a un client qui avait malheureusement eu un décès dans sa famille et a souhaité prendre un billet, et il y a des réductions pour les billets d'avion quand on se rend à un décès. Donc il a été sur le site d'Air Canada, il a tapé avec le chatbot, il lui a demandé mais bon, comment marchent les réductions? Le chatbot lui a répondu pas de problème, prenez l'avion et vous nous contactez après et on regardera pour la réduction. Bon, le problème c'est que c'était pas la vraie version. La vraie version, la politique officielle d'Air Canada, c'était qu'il fallait contacter le service client avant. Et là où la personne a eu un très bon réflexe, c'est qu'il a pris des captures d'écran de tout ça. Il s'est dit, on ne sait jamais, peut-être qu'il pourrait y avoir un problème. Et donc, il a eu aussi le courage d'attaquer Air Canada en justice pour dire, mais écoutez, non, votre chatbot m'a dit quelque chose, j'estime que je devrais avoir le taux de réduction qui avait été indiqué préalablement. Et c'est allé jusqu'au tribunal où Air Canada a essayé de se défendre d'une manière assez intéressante. J'ai souligné le texte en rouge. Là, ils ont dit tout simplement que le chatbot était une entité légale séparée et qui était responsable pour ses propres actions. Voilà. Alors, je ne sais pas si Garance est toujours là, mais je pense que voilà. Tu aurais plaidé ça, Garance, ou non? On est bien d'accord. Voilà. Donc, évidemment, ils ont perdu. Et évidemment, ça crée un premier cas de jurisprudence qui montre que, à nouveau, évidemment, la société est responsable pour les réponses qui sont données par les systèmes informatiques qu'elle déploie. Jusque-là, tout va bien, mais c'est aussi pour ça que vous avez maintenant sur tous les sites, vous savez, cette petite phrase dès qu'on est sur un chatbot qui dit « Attention, les réponses ne sont pas forcément fiables, vous devez vérifier ». Bon, si on doit tout vérifier, je ne sais pas à quoi sert un chatbot au final, mais bon, voilà. En tout cas, c'était un cas qui a été très intéressant et qui a un peu montré la réalité des failles qu'on pouvait voir. Alors l'IA, c'est aussi des technologies qui peuvent être détournées. On a eu des cas intéressants de cybercriminels qui utilisent l'IA pour accélérer leurs attaques. L'année dernière, on avait parlé du phishing. Là, on a eu un cas intéressant techniquement d'un code malveillant dans un logiciel d'attaque qui s'appelle Asyncrate, qui utilise un script VBS. Et ce script est celui du malware. Et vous remarquerez en rouge ici le commentaire du code, quasiment parfait, écrit en français. Eh bien, en fait, ça m'étonnerait vraiment que n'importe quel cybercriminel dans le monde prenne le temps de commenter son code comme ça, et en tout cas de le commenter en français aussi. Et donc, ça a été analysé par des chercheurs de HP qui ont montré aussi que dans la manière dont le code source était écrit, que ce script qui sert dans le schéma de l'attaque, à un moment de la cinématique de l'attaque ici, eh bien, a été écrit par une intelligence artificielle. Voilà, on commence à voir les premiers cas concrets d'accélération des attaques par l'IA. On a eu un autre cas intéressant qui a été plutôt une démonstration de comment on pouvait créer un verre, donc une attaque qui va s'auto-répliquer toute seule, sauter de machine en machine en piégeant des systèmes d'intelligence artificielle. Donc les chercheurs qui ont lancé cette attaque-là l'ont appelée Maurice 2. Pour les plus anciens, on remonte dans les années 1980, un des premiers vers qui s'était répandu sur ce qu'était à l'époque Internet s'appelait Maurice. Et donc là, on a Maurice 2 qui fonctionne en fait en envoyant de manière simplifiée dans un mail des instructions cachées, texte blanc sur fond blanc, qui vont être interprétés par le moteur d'intelligence artificielle qui, lui, va lire les mails pour les trier, pour vous aider dans les réponses, etc., qui va exécuter finalement ce texte que vous, en tant qu'humain, vous ne voyez pas, mais que lui voit, parce que finalement, lui, ce qui l'intéresse, c'est les valeurs binaires de tout ça et pas les couleurs, et va lui permettre de modifier la base d'apprentissage du système d'intelligence artificielle dans la messagerie pour ensuite, eh bien, dès qu'un mail va être envoyé, ajouter la même instruction, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on est dans une démonstration de labo, mais ça montre bien tout ce qui peut se passer avec, en particulier, vous savez, cette année, on parle beaucoup d'IA agentique, des agents qui vont prendre qui vont réaliser des actions automatiquement, et donc on voit clairement les garde-fous auxquels il va falloir penser. Et donc demain, il y a aussi des nouvelles techniques d'attaque qui sont particulièrement intéressantes, que vous devez avoir en tête particulièrement si vous concevez des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, on avait entendu parler de l'empoisonnement, on en avait aussi traité l'année dernière. On va modifier, vous savez, les données d'entraînement pour avoir un résultat qui soit différent quand le système d'intelligence artificielle va fonctionner. Il y a une étude extrêmement intéressante qui est sortie et qui va être aussi dans des conférences cette année, qui montre, venant donc de l'ETH de Zurich, de Carnegie Mellon, de Meta, de Google, donc des acteurs qui sont quand même vraiment dedans, qu'en piégeant seulement 0,1% des données d'entraînement du modèle,
ils ont réussi à faire que le modèle qui devait détecter et réagir à des attaques ne voit pas 3 des 4 catégories d'attaques qu'il était censé protéger. Donc ça va vraiment être un enjeu demain, si on se protège grâce à l'IA, de vraiment faire attention à ces données d'entraînement, à vraiment les protéger, vraiment à s'assurer de leur qualité. Autre cas, et je vais vous apprendre certainement un nouveau mot ce soir, l'oblitération. Voilà, moi je l'ai appris en lisant tous les articles autour de ces sujets. Si on devait le transformer en langage plus humain, on parlerait presque de lobotomisation. Pourquoi? Parce que ça consiste à aller dans les modèles d'intelligence artificielle qui, à la fin, vous savez, c'est ni plus ni moins qu'un énorme fichier avec plein de données dedans qui correspondent au poids qu'on va avoir sur des réseaux de neurones, si je simplifie un peu la chose. Ben là, l'idée, c'est que les chercheurs de Ging Fei ont trouvé qu'en prenant des modèles, en regardant comment le modèle fonctionne, ils voient quels sont les réseaux de neurones qui sont activés pour les fonctions de sûreté et de sécurité et qui peuvent modifier ces poids pour désactiver ces fonctions. Un petit peu comme si vous alliez directement dans le modèle le modifier pour qu'il ne fasse plus quelque chose pour lequel il était prévu. Donc là, c'est extrêmement technique, extrêmement pointu, mais ça montre aussi qu'il va falloir bien protéger les modèles et les fichiers qui correspondent à ces modèles. Et puis, autre cas d'étude particulièrement intéressant, c'est des études qui ont montré que l'IA peut essayer de sortir de son cadre de fonctionnement. Elle peut essayer de contourner finalement un certain nombre de garde-fous qui a été mis en place. Donc il y a 3 grandes études dont vous avez les titres ici que vous pouvez regarder. Il y en a une qui est intéressante, c'est l'IA avait été mise dans un contexte où elle devait jouer aux échecs et dont son objectif était de gagner le plus possible, de gagner, de vraiment trouver la meilleure stratégie pour gagner. Eh bien, l'IA, dans un contexte technique un peu particulier, avait accès aux fichiers qui régissaient la manière dont le jeu fonctionnait. Et en fait, au lieu simplement de jouer aux échecs, eh ben elle s'est dit, j'ai meilleur temps d'aller attaquer le système sous-jacent, de modifier les fichiers pour que finalement je gagne tout le temps. Voilà. Donc elle a été un peu aidée dans son comportement parce qu'elle avait accès à ces systèmes techniques sous-jacents. Les principales études qui ont été faites là, à chaque fois, mettaient un contexte qui lui permettait de le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose aussi à vraiment vérifier quand on va aller sécuriser ces différents systèmes. Et pour le coup, on a des fois tendance un peu à anthropomorphiser les IA en disant voilà, ils vont se comporter comme des êtres humains et tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas du tout le cas. En fait, l'IA, elle cherche juste à atteindre son objectif que son concepteur lui a fixé, mais par contre son champ d'action peut parfois être très large. Et si vous souhaitez creuser ce sujet-là de l'IA qui peut un peu manigancer quelque part, c'est le terme anglais, il y a une très bonne vidéo que je vous conseille, L'horreur existentielle de l'usine à trombone, qui présente ça de manière très ludique et très didactique. Donc n'hésitez pas à aller à la regarder, c'est assez frappant. Voilà, bon, c'était pas que des bonnes nouvelles, tout ce que je vous ai raconté, mais on en a quand même des bonnes nouvelles et on voulait conclure le panorama de la cybercriminalité sur plutôt des bonnes nouvelles avec l'IA. C'est que l'IA va être également une précieuse alliée pour nos métiers, pour notre quotidien. Et on a eu 2 exemples très frappants l'année dernière qui nous viennent de chez Google, où Google a utilisé des systèmes d'IA spécifiquement entraînés pour trouver des failles. Et ils ont trouvé des failles de sécurité dans des logiciels très connus. Donc SQLite d'un côté, un système de base de données, et de l'autre côté, évidemment OpenSSL qu'on connaît tous pour la sécurité des communications et le chiffrement. Et ils ont réussi par ces modèles-là à trouver des failles dans du code qui pourtant avait été revu humainement et qui pourtant avait fait l'objet de tests approfondis qu'on appelle du fuzzing. On va essayer de tester plein de scénarios d'attaque pour l'un de plus de 150 heures de fuzzing. Donc ça nous donne quand même les moyens, grâce à l'IA, de trouver des nouvelles vulnérabilités et donc au final d'avoir des systèmes qui seront plus sûrs et que ce sera plus facile ensuite à détecter et à corriger. Voilà pour cette présentation et je vais passer la parole. Non, je fais la conclusion. Très bien. La conclusion va être simple, je ne l'ai pas préparée, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est un grand merci à tous, déjà aux membres du groupe de travail, parce que je pense que vous vous en rendez compte, c'est un travail tout au long de l'année.
tous les intervenants que vous avez vus aujourd'hui, c'est le haut de l'iceberg, hein, parce qu'il y a aussi tous les gens qui ne sont pas visibles aujourd'hui, mais qui ont contribué dans les groupes de travail à trier les infos, à les analyser, à les recroiser. Et d'ailleurs, j'appelle tous ceux qui souhaiteraient rejoindre ce groupe de travail à le faire. On va lancer le cycle 2025 maintenant. Un grand merci aussi à l'équipe d'organisation du CLUSIF, pour qui c'est une des plus grosses conférences et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et puis, eh bien, un grand merci à vous tous d'être venus, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses et on vous invite donc après pour un petit cocktail à échanger avec l'ensemble des intervenants si vous avez des questions. Merci à tous.